compte-rendu de la 49e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi 27 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 49e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité de renforcer le suivi des actions prioritaires du gouvernement avec plus d'impulsion. Le Président de la République a commencé sa communication en revenant sur ce qui a été souligné lors de l'ouverture de la 12e session de la Conférence des gouverneurs. Consacrée aux enjeux cruciaux du développement social, il est impératif que les recommandations issues de cette session, ainsi que celles restées sans suite aux sessions précédentes, deviennent le fil conducteur des priorités actuelles. À ce titre, il a réaffirmé que leur mise en œuvre effective doit être au cœur des actions de tous les membres du gouvernement, chacun dans la sphère de ses attributions. Aussi, est-il fondamental que chaque ministre prenne, sans délai, des dispositions pratiques requises à travers les mécanismes institutionnels existants, en veillant à promouvoir une collaboration dynamique et de proximité entre les entités territoriales décentralisées et le gouvernement central. Cette démarche favorisera l'efficacité, la cohésion et la synergie de nos interventions sur le terrain, dans le respect des aspirations profondes de nos concitoyens, en faveur d'un développement durable et inclusif, porté par les valeurs de justice sociale et d'équité dans la redistribution des ressources nationales. Considérant les efforts consentis ces dernières années, le Président de la République a appelé le gouvernement à l'urgence de redoubler d'efforts pour la réalisation des actions stratégiques et l'atteinte des résultats escomptés répondant aux attentes légitimes et pressantes de notre peuple. Il convient de définir, à cet effet, une feuille de route claire, assortie d'indicateurs précis d'action, de moyens et des résultats, le tout encadré par des échéances strictement établies. Ainsi, la Première ministre a été engagée d'organiser une série de réunions sectorielles qui devra jouer un rôle de veille active, de coordination intersectorielle et d'accélération de l'exécution des actions prioritaires. Sans que cette énumération ne soit exhaustive, l'exercice préconisé couvrira prioritairement les domaines stratégiques ci-après. Le développement des infrastructures de connectivité et d'assainissement de nos villes, l'aménagement de pôles agro-pastoraux, levier de la transformation structurelle du secteur agricole et d'attraction des investissements connexes, le renforcement des infrastructures énergétiques et d'appui aux activités de la production agricole et industrielle, la promotion de l'entrepreneuriat, la création d'emplois durables et le soutien à plus de 2600 petites et moyennes industries, moteur de la compétitivité nationale et de la diversification économique. Le suivi rigoureux et l'encadrement des mesures prioritaires destinées à améliorer le climat des affaires, la mise en œuvre des réformes dans le service public, notamment dans la justice, la santé, l'éducation et la sécurité, ainsi que la modernisation de l'administration dans son ensemble. Dans le souci collectif d'agir avec méthode, célérité et rigueur pour transformer ces engagements en réalisations tangibles au bénéfice de la nation, le Président de la République a chargé la Première ministre d'organiser, dès la semaine prochaine, en étroite collaboration avec son cabinet, la tenue de premières réunions d'orientation, de coordination et d'impulsion. Un suivi rigoureux sera mis en œuvre par des conseils des ministres restreints sur des thématiques particulières pour des prises de décision. Du point 2 de la communication du Président de la République, de la finalisation de la phase 1 du programme de développement des 145 territoires. À ce sujet, le Président de la République a tenu à rappeler que le programme de développement local de 145 territoires, PDL 145T en sigle, incarne la vision d'un développement à la base équitable, inclusif et durable, tel qu'il a toujours voulu. Ce programme, sans précédent, par son envergure et sa portée sociale,
vise à corriger les inégalités historiques entre les milieux urbains et ruraux et à ancrer durablement la présence de l'État dans tous les territoires de notre pays. Dans la phase 1, le PDL 145T a porté prioritairement sur la construction des écoles, des centres de santé et de bâtiments administratifs dans l'ensemble du territoire de la République. Ces infrastructures sont appelées à transformer profondément la vie quotidienne de nos populations. Pour le président de la République, tous les ouvrages prévus dans cette première phase doivent être livrés au plus tard le 31 décembre 2025. Cet échéancier avait été clairement réaffirmé parmi les résolutions de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, où il avait été pris la décision de mettre fin à la première phase du programme à la date précitée. Cependant, à l'analyse des taux de réalisation actuels, il apparaît que certains retards pourraient compromettre le respect des délais si des mesures correctives immédiates ne sont pas prises. Le succès de cette première phase est capital pour la crédibilité du programme, mais surtout pour la confiance de nos concitoyens dans la capacité de l'État à transformer concrètement leur vécu quotidien. Il est donc impératif que la parole donnée devienne un acte accompli. En vue d'assurer la stricte mise en œuvre des engagements pris, le président de la République a engagé la Première ministre, en sa qualité de coordonnatrice de l'action gouvernementale, de mobiliser sans délai l'ensemble des ministres concernés, au premier rang desquels le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, afin de mettre toutes les batteries en marche pour que tous les ouvrages de la phase 1 soient complètement achevés et livrés dans les délais impartis, soit au plus tard le 31 décembre 2025. Il est attendu, sous l'encadrement du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, que chaque gouverneur de province s'implique personnellement aux côtés des agences d'exécution pour accélérer les travaux restants et lever tous les goulots d'étranglement identifiés. Un rapport d'étape d'évaluation détaillé sera présenté dans 60 jours au sein d'un Conseil des ministres restreint. Au deuxième point du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué par la grande satisfaction de la population de la province de la Chopo après la tenue de la cérémonie des rituels coutumières et de réconciliation entre les communautés Mbole et Lengola, qui présage le retour de la paix dans les localités victimes des hostilités ayant duré 3 ans. Des réactions et commentaires en sens divers, consécutifs à la signature du mémorandum d'entente entre chefs d'état-major général de l'armée ougandaise et son homologue congolais, qui prévoit l'élargissement des opérations de mutualisation des forces, notamment dans les territoires de Mambasa, Djougou, Mahagi et Aru, dans la province de l'Ituri, dans l'objectif de traquer tous les groupes armés qui écument la zone. L'attente de la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce 27 juin 2025 à Washington, D.C., en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Au sujet de la poursuite de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale, il a annoncé la tenue à Kinshasa, du 21 au 24 juillet 2025, de la toute première session du Conseil supérieur de la police, qui sera présidée par le président de la République, chef de l'État. Cet organe consultatif du gouvernement en matière de la police et de sécurité a pour mission d'émettre ses avis sur toute question touchant à la réglementation générale, à la formation et au renforcement des effectifs, à la discipline, à la carrière et à la rémunération du personnel de la police nationale. Il réunit le commandement général, l'inspection générale ainsi que les 26 commissaires provinciaux de la police. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a précisé avoir lancé l'opération Ndobo à Kisangani, dans la province de la Chopo, le 23 juin 2025, ainsi que la vulgarisation des textes légaux sur les comités provinciaux et locaux de sécurité. Dans le cadre de la gouvernance sécuritaire à la base,
rendant ainsi responsables les communautés et les citoyens organisés à travers les forces vives de la société civile. Dans la même perspective, il a remis au commissaire général de la police nationale congolaise le centre de formation de Kapalata, qui vient d'être réhabilité aux fins de répondre aux déficits des effectifs des éléments de la police à travers toutes les provinces du pays, où il est encore enregistré ces cas de banditisme et de criminalité. À cet effet, il a enjoint le commissaire général de la police nationale de communiquer, dans un bref délai, le début de la première session de formation dans ce centre, qui a une capacité d'accueil de 2000 apprenants. Quelques cas de catastrophes et sinistrés, ainsi que les mesures y afférentes, ont également fait l'objet du rapport présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et qui l'a terminé par la situation aux frontières. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Toujours dans la situation sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ancien combattant, a informé les membres du Conseil de la situation sécuritaire des opérations de défense sur terrain. D'une manière générale, il s'est observé une certaine accalmie dans la zone touchée par les violences armées. Sur un autre front, les opérations conjointes menées par les FARDC et l'UPDF contre les terroristes ADF, MTM, désormais étendues à d'autres groupes armés de l'Ituri réfractaires au processus PDDR-CS, se poursuivent sans relâche. Dans le Nord Kivu, il a été signalé l'intensification de la traque des terroristes ADF, MTM, désormais fragmentés en petits groupes mobiles au sein de la forêt Mangere-Jipa, dans le secteur de Bapere, territoire de Lubero, en vue de les neutraliser et prévenir les massacres de populations isolées. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Au sujet de la situation épidémiologique, au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale en mission, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a brossé la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. En ce qui concerne le Mpox, il s'est observé par rapport à la semaine passée la poursuite de la diminution à la 24e semaine des cas suspects passant de 599 à 394. Cette tendance se consolide depuis 5 semaines consécutives. Pour ce qui est du choléra, la tendance à la 24e semaine épidémiologique est marquée par une hausse du nombre des nouveaux cas, passant de 1093 à 1271 cas suspects, dont 36 décès, soit une létalité de 3% contre 3,2% à la 23e semaine. La province du Sud Kivu reste la plus touchée au cours de cette période avec 33% des cas de tout le pays. Le plan de riposte ainsi que tous les dispositifs d'intervention contre ces deux épidémies sont opérationnels. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Note d'information relevant du secteur de l'économie nationale. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté au Conseil du modèle économique couloir vert Kivu-Kinshasa, adapté au cadre d'intervention créé par les dernières innovations légales et réglementaires afin de faciliter la priorisation des investissements et la mobilisation des financements, y compris ceux des partenaires extérieurs et de finances carbone. Un régime de facilités et avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers est prévu conformément à la législation en vigueur en la matière ainsi que la création, dans le cadre d'un contrat PPP, d'un organisme délégataire assurant les tâches d'élaboration et de mise en œuvre de la stratégie de gestion, en ce compris les modalités d'implantation des projets et de participation du secteur privé, afin de s'éloigner des modèles existants dans lesquels les grandes entreprises d'exploitation agricole et minière se trouvent. Il a précisé que le modèle économique proposé combine les activités agricoles, la transformation industrielle des produits agricoles, le transport fluvial avec des unités devant incorporer un certain taux de biocarburants, les énergies renouvelables et la finance carbone. L'articulation principale sera la stimulation de la transformation locale, la création de la valeur ajoutée dans le corridor Kivu-Kinshasa, pouvant attirer des investissements verts. Le modèle proposé se focalise sur
la relance de la production agricole. Préférence étant donnée aux matières premières des biocarburants, des produits transformables en biens destinés à l'exportation. La transformation locale des produits agricoles en biocarburants, biens semi-transformés et biens finis exportables, dérivés pour l'alimentation des bétails. La construction des unités fluviales et l'utilisation des biocarburants par des unités fluviales adaptées à ce type de carburant. La modernisation des routes nationales RN2 et RN4. La réhabilitation des routes provinciales et dessertes agricoles liées au trafic fluvial. L'augmentation de l'offre de l'énergie électrique grâce aux énergies renouvelables. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a annoncé qu'une mission d'évaluation par une équipe interministérielle sera organisée dans les meilleurs délais pour fournir une cartographie précise des interventions envisageables à court terme à partir des initiatives et des programmes du gouvernement déjà en cours. Prioritairement dans la région entre Beni et Yangabi, le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de la pêche. Le ministre de la Pêche et Élevage a pour sa part informé aux membres du Conseil du rapatriement de 3 chalutiers pour la pêche maritime et 5 bateaux de pêche pour les eaux fluviales de l'Égypte vers la République démocratique du Congo, commandés par notre gouvernement en exécution pour son programme pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Construit par la société Pyriane, partenaire des établissements Yetu, ayant signé le contrat avec le gouvernement congolais en 2023, ces navires ont quitté le chantier naval d'Yamieta en Égypte le 5 juin 2025. Ils ont fait une escale technique à Nouadhibou, en République islamique de Mauritanie, en vue de l'approvisionnement en carburant. Le ministre de la Pêche et Élevage a rassuré qu'il surveille au quotidien par GPS les mouvements de cette flotte de pêche dans son parcours en mer. Et des dispositions sont prises avec la province du Congo central pour son accostage et son gardinage à Boma en attendant leur mise en service. Revenons sur la gestion de ce long processus. Il a brossé les nombreux défis qui ont été gérés pour atteindre l'étape du rapatriement de cette flotte de pêche dans notre pays. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième point du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé de décision. Les membres du Conseil ont approuvé le relevé de décision prise lors de la 48e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 20 juin 2025. Au quatrième point du Conseil des ministres relatif à l'examen et adoption de 2 textes. Au nom du ministre du Commerce extérieur en mission, le ministre de la Formation professionnelle a soumis au Conseil, pour examen et adoption, 2 projets d'ordonnance-loi, à savoir projet d'ordonnance-loi portant ratification de l'accord sur les subventions à la pêche de l'Organisation mondiale du commerce. Il a précisé que ces textes de loi permettraient au gouvernement de répondre aux besoins de l'insertion de notre pays dans le système commercial international et de bénéficier de nombreux avantages qui s'en dégagent, notamment la réduction des coûts de commerce, l'augmentation des échanges commerciaux et la croissance économique. En simplifiant et en accélérant les procédures douanières et frontalières, ces mécanismes peuvent diminuer les délais et les coûts liés à l'importation et à l'exportation de marchandises, mais aussi servir de catalyseur au développement d'une réforme plus large de la pêche au niveau régional et national. La protection des stocks de poissons, la promotion du développement durable de la pêche et la lutte contre la pêche illégale. Après débat et délibération, ces projets d'ordonnance-loi ont été adoptés. Commencé à 15h13, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h08. Je vous remercie.